Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette soirée de lancement du concours Engrenage 2020, saison numéro 8, puisque déjà c'est la 8e année que nous avons lancé ce concours dédié à l'entrepreneuriat. Et cette soirée, aujourd'hui, eh bien, elle est dédiée à l'innovation de nos entrepreneurs, ou futurs entrepreneurs issus des différentes écoles du réseau GES. Aujourd'hui, nous sommes à PPA et on remercie les membres de PPA de nous avoir reçus pour le lancement de ce concours. Et je voulais également remercier toutes les équipes pédagogiques de toutes les écoles du réseau qui ont contribué à faire finalement de l'entrepreneuriat non pas une matière, mais une vraie spécialisation. Et je voudrais également remercier tout particulièrement 2 personnes qui ont beaucoup travaillé sur cette saison 8. Comme d'habitude, je voulais remercier Isabelle Stemmer, qui est la doyenne finalement, on peut l'applaudir, la doyenne d'Engrenage, puisqu'elle était là dès le départ. Et puis cette année, Irène, un ancien de l'ESGI, est venu pour l'épauler, et puis chacun nous présentera son travail sur Engrenage saison 8. Voilà, je ne vais pas tarder. Kamal, il était déjà là la saison dernière. En tant que... Ah oui, c'est vrai, animateur. Il était animateur. Mais là, cette année, un peu plus qu'animation. Plus impliqué encore. Beaucoup plus impliqué. Très bien. Voilà. Bon, ça marche. Voilà. Alors, je vais vous laisser la main pour la suite. En tout cas, merci à toutes et à tous d'être là ce soir. Vous êtes tous des concurrents. Et écoutez, que le meilleur gagne. Hein. Voilà. Merci. Alors, bonsoir à tous. Donc, pas mal d'entre vous me connaissent déjà. Je m'appelle Isabelle Stemmer et j'anime le concours Engrenage donc depuis sa création en 2013. Alors, je voudrais savoir qui est qui dans la salle. Donc, est-ce qu'on a uniquement des étudiants de PPA? Est-ce que vous pouvez lever le doigt, les étudiants de PPA? Ok, donc on a essentiellement des étudiants de PPA, peut-être ESGI? Ah, il y en a quelques-uns. Ok. EIML? Ah oui. Voilà. Vous êtes étudiant, vous, monsieur? ECITB? Ah, il n'y a personne. Ok. Et qu'est-ce que j'ai oublié? ICANN. Ok. Alors, je voudrais aussi avoir une meilleure visibilité sur votre niveau d'études. Donc, parmi vous, qui est étudiant en 4e année de la filière entrepreneuriat? Ok. Donc, ça veut dire que vous allez tous présenter Engrenage cette année. Ok. Sinon, en 5e année, des étudiants de 5e année de PPA, ok. Donc, les autres écoles, 3e année aussi, il y a des étudiants de 3e année. Ok. Alors, je voulais savoir aussi si parmi vous, vous connaissiez le principe de fonctionnement d'Engrenage ou pas, ou est-ce qu'il faut qu'on vous fasse une petite piqûre de rappel? Ça vous dérange pas d'avoir une petite piqûre de rappel? Dites-moi, hein, exprimez-vous, n'ayez pas peur, hein, on n'est pas très nombreux, on est entre nous. Une piqûre de rappel? Ok, on envoie. Bonjour, je suis Isabelle Stemmer et j'encadre le concours Engrenage depuis maintenant 7 saisons consécutives. Engrenage, c'est le concours de création d'entreprise organisé par le réseau des grandes écoles spécialisées. Son ambition, c'est de diffuser la culture d'entreprendre au sein des écoles du réseau GES. Au-delà d'être un concours, Engrenage est un véritable programme d'accélération. Les projets doivent être en very early stage, donc être vraiment à l'état d'idée, et ils doivent comporter une dimension d'innovation technologique ou au moins une dimension digitale. Ça leur permet de passer de l'idée au projet. Ça leur permet d'être accompagnés par des professionnels, ça leur permet de prendre confiance en eux, ça leur permet enfin de déployer leur réseau, de commencer à déployer leur réseau, et c'est effectivement une démarche qui est extrêmement importante quand on crée son entreprise. Engrenage, c'est depuis 2012 près de 150 projets accompagnés, 600
apprentis entrepreneurs qui peuvent maintenant rejoindre GES Entrepreneurs, le club des entrepreneurs du réseau GES, intégrant à la fois les anciens élèves devenus entrepreneurs et les alumni du concours Engrenage. C'est une superbe aventure humaine, c'est une formidable opportunité pour tous ceux qui portent un projet, qui ont une idée, qu'elle aille jusqu'à sa concrétisation ou pas. J'invite donc tous les étudiants de 3e, 4e, 5e année des écoles du réseau GES, qu'ils soient affiliés à une section entrepreneuriat ou pas, à participer à la saison 8 d'Engrenage. Alors, je vous propose, encore une fois, un petit retour en arrière. Et je vous propose effectivement une petite vidéo qui va résumer la finale de la saison 7. C'est dans le quartier d'Opéra à Paris que s'est tenue la finale de la 7e édition du concours Engrenage. Engrenage, c'est le concours de création d'entreprise destiné aux étudiants de 3e, 4e et 5e année et aux jeunes diplômés de moins de 3 ans des écoles du réseau GES. C'est un véritable programme d'accélération, c'est-à-dire que pendant 5 mois, tous les candidats vont être entraînés à différentes épreuves. Et au fur et à mesure de ces épreuves, les sélections s'opèrent progressivement. On est parti à 119 au mois de janvier et puis on s'est retrouvé ce soir à 8 finalistes. 8 finalistes pour 8 projets que les graines d'entrepreneurs doivent désormais défendre devant un jury composé de professionnels de l'entrepreneuriat et de partenaires. Ça me permet de voir des business models différents, de revoir des business models qui existent et de comparer, de voir un petit peu comment ils mettent en œuvre leur idée, parce qu'au-delà de l'idée, la mise en œuvre, c'est vraiment ça qui est le plus important. Être partenaire d'un concours de start-up, c'est prendre conscience un peu de la vision du futur, et ça pour nous c'est extrêmement important. Et pour cette 7e édition, le CIC a rejoint la grande famille Engrenage. Un concours de start-up ne peut pas se faire sans un partenaire bancaire. Le CIC, à l'heure actuelle, met l'accent sur l'accompagnement des start-up. Et historiquement, c'est un partenaire qui accompagne les entrepreneurs. Des projets à dimension sociale, culturelle ou écologique, avec un seul mot d'ordre, l'innovation. Une fois les présentations terminées, le jury doit maintenant désigner le grand gagnant de cette 7e édition. Cette année, la délibération était très difficile. Ce qu'on était unanime à remarquer, c'est qu'il y a eu un vrai saut qualitatif dans les projets, dans l'avancée des projets. Je suis content de ne pas avoir été dans le jury, parce que franchement, bravo aux finalistes. J'ai adoré votre passion, j'ai adoré votre engagement. Je trouve ça vraiment génial. Et c'est Josué Lumen et son projet Mighty Boo qui remportent le prix du jury. Mighty Boo permet aux professionnels de la petite enfance de remplir par la voix leur cahier de liaison digitalisé. Les parents retrouvent en direct la retranscription des transmissions dans leur espace dédié. Je suis hyper heureux et ça me donne encore plus envie de continuer et de faire grandir Mighty Boo, quoi. Mighty Boo, c'est vraiment tout ce qu'on attend d'un projet. C'est une idée en béton. Ça touche chaque famille. On n'a absolument aucun doute sur le fait que les parents adhèrent à cette solution et donc au final que les crèches y adhèrent aussi. Le jeune entrepreneur remporte la somme de 4 000 € ainsi que de nombreux accompagnements pour développer son projet. Les dotations, c'est un gros plus. C'est hyper varié. On a du RH, on a de l'appui financier, on a de la communication, on a du développement. C'est une grosse chance en fait pour chaque entreprise de pouvoir démarrer avec un package comme ça. Donc merci à Engrenage de m'avoir donné cette chance et cette possibilité de le faire grandir. Rendez-vous l'année prochaine pour découvrir de nouveaux projets avec les entrepreneurs de demain. Alors on a la chance d'avoir parmi nous ce soir le vainqueur de la saison dernière. Donc je vous remercie d'accueillir et d'applaudir Josué Lumen. Ça va bien, Josué ? Ça va très bien. Alors dis-moi, est-ce que ton projet a évolué depuis la finale de la saison 7 ? Il a évolué, il a grandi. C'est vrai que... Hop, juste là. C'est vrai que ouais, ça a été hyper structurant ce concours. On est parti d'une simple idée, ma femme et moi. Au départ, pour vous dire, on voulait faire des crèches connectées, tout simplement, en mettant des caméras un peu Big Brother partout, permettre aux parents de suivre. On s'est vite rendu compte que c'était impossible.
Et du coup, grâce à Engrenage, on a pu clarifier notre business model, comprendre ce qu'attendaient les parents et comprendre ce qu'attendaient les professionnels. Et on est arrivé à cette finalité, là, le pitch que vous avez entendu, donc du coup créer un cahier digitalisé pour les professionnels de la petite enfance et permettre aux parents de le suivre. Et la grosse innovation, c'est que les professionnels le remplissent par la voix. Et aujourd'hui, ce qui a évolué, c'est que déjà on a grossi, on s'est structuré. Il y a une business développeuse qui nous a rejoint, qui est hyper structurante, qui est spécialiste du coup de toutes les aides de subventions d'État. Et aujourd'hui un mentor qui est aujourd'hui vraiment partie prenante du projet et que j'ai rencontré grâce à Engrenage par le réseau. Alors du coup, tu devances la question que je vais te poser. Donc qu'est-ce que tu as apporté Engrenage ? Engrenage m'a apporté de la structure déjà, puisque ça a clarifié déjà ma proposition de valeur. Ça a fait grandir mon réseau de manière fulgurante. Il y a énormément de personnes qui sont venues me voir en me disant que le projet les intéressait, qu'ils avaient envie en fait, de construire des choses avec moi. Et en même temps, ça crée aussi une communauté parce que la promotion qu'on a eue l'année dernière, aujourd'hui on se suit tous, on s'entraide. Ça veut dire que dès qu'il y a des choses à partager, on les partage ensemble. On a vraiment une vraie famille qui a été créée par Engrenage. Parce que je vous laisse imaginer les émotions qu'on a pendant les épreuves. C'est monstrueux, quoi. Et les vivre ensemble, c'est encore plus stimulant. Donc ça crée vraiment une famille. Et surtout, la particularité d'Engrenage, c'est que ça sert un peu d'incubateur. Et j'ai eu vent de tout ce qui allait se passer là, cette année. Ça va être 10 fois plus important que ce que nous, on a vécu. Et je ne veux pas couper l'herbe sur le pied des présentations qui vont être faites, mais c'est vrai que là, la structure qui va vous être proposée va vraiment être très très intéressante. Et je remercierai jamais Engrenage. Et comme je te l'ai dit il n'y a pas très longtemps, ça sera toujours la première pierre de Mighty-Boo, le concours Engrenage. Alors tu n'es pas venu les mains vides, hein, puisque tu as amené ton trophée. Voilà. Alors il est où chez toi, ton trophée ? Il est juste à côté de ma plante que j'appelle Vladimir. Bon, ne me demandez pas pourquoi. J'ai un grand palmier que j'appelle Vladimir. Et il est juste devant, donc il est tout au milieu de mon salon. Voilà. Alors, vient l'heure extrêmement solennelle. Tu sais quelle est ta mission ce soir, donc oui. Josué, je vais te demander de prononcer la phrase fatidique. Je déclare ouverte. Je t'en prie, vas-y. Je déclare ouverte la saison 8 d'Engrenage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'être là à nos côtés ce soir. Alors, comme vous le savez, la dimension d'innovation a une place prépondérante au cœur des projets. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a demandé à Paul Froment et Guillaume Hermosi-Lalara, notre partenaire sur l'innovation, donc de Point du Jour Conseil, de nous accompagner ce soir et nous délivrer les messages qui vont bien autour du thème de l'innovation. Merci à eux d'être là, avec nous depuis le début de cette saison. L'année dernière, vous nous aviez accompagnés sur les étapes finales. Et là, on a vraiment grand plaisir à vous retrouver dès le début. Voilà, alors c'est à vous pour 50 minutes environ. Voilà. Allez, c'est parti. Merci. Bonsoir à tous. Déjà, on est très heureux d'être ici pour cette inauguration de la saison 8 d'Engrenage. C'est vrai qu'on est convaincus, nous, que l'innovation, c'est auprès des étudiants et des écoles qu'elle se fait, qu'elle se construit le plus agilement. Donc voilà, c'est un exercice aussi qui pour nous une première, parce qu'on a plutôt l'habitude de travailler avec des entreprises et de parler d'innovation auprès d'entreprises. Là, parler d'innovation auprès d'étudiants, j'espère qu'on va réussir à avoir un discours qui sera suffisamment compréhensible. On va démarrer avec la présentation. Donc voilà, donc l'idée c'est un peu de vous présenter la logique de construction d'une innovation. Qu'est-ce qu'on entend déjà par innovation et comment on amène une idée à en faire quelque chose de structuré et qui peut derrière faire une belle expérience comme Mighty-Boo. Donc déjà, pour se présenter un petit peu, Point du Jour, c'est une société qui est spécialisée dans la conduite et dans le financement de l'innovation.
On est une jeune structure, on a été créé en mars 2017. On est aujourd'hui 3 associés avec une expérience aussi bien technique que dans l'entrepreneuriat et une dizaine d'années aussi dans le conseil opérationnel pour accompagner les sociétés sur leur projet de financement et d'innovation. On a depuis 2017 travaillé sur tout un réseau de partenaires pour des questions de RH ou des questions juridiques, parce que c'est aussi des sujets qui sont importants quand on crée sa société et qu'on monte un projet d'innovation. Et on travaille sur une nouvelle méthode qui cherche à associer l'efficience opérationnelle, c'est-à-dire le quotidien de la société, l'exploitation de son marché à proprement parler, et le travail sur tout ce qui est nouveau relais de croissance pour essayer d'explorer de nouvelles idées, de nouvelles choses, et de trouver des leviers financiers qui permettraient de faire ça. Donc pour cette présentation, l'idée c'est de bien définir déjà ce qu'est une innovation, ce qu'on entend par innovation, comment l'appréhender. Après, essayer de voir comment on construit tout ça pour derrière aborder les questions de financement, donc comment on place les leviers de financement qui existent dans les différentes étapes de construction du projet. Donc, bien définir son innovation, c'est parti. Donc à la base, c'est quelque chose qui est assez simple, entre guillemets. On a une idée qu'on va chercher à formaliser en prenant un peu exemple sur les projets qui nous inspirent, les choses qui nous attirent. Derrière, une fois qu'on a cette idée relativement formalisée, on va essayer d'observer s'il y a des choses qui existent déjà et qui permettent de répondre à l'idée telle qu'on la conçoit, pour derrière détecter les différences et distinctions entre l'idée et ce qui existe, et voir s'il y a un vrai levier d'opportunité d'un point de vue économique. Ensuite, on définit les enjeux, on regarde un petit peu quelles sont les grandes étapes de développement, on regarde les ressources qui sont à notre disposition, quelles compétences on a, quelles compétences on a besoin pour derrière vraiment développer son projet. Donc ça, c'est vraiment l'idée générale sur le projet. Mais derrière, quand on regarde un projet d'innovation, il faut aussi avoir conscience que déjà, c'est pas une créativité. On n'est pas là sur quelque chose qui, un peu comme un film d'animation on pourrait avoir ou comme une œuvre d'art. On est vraiment sur une notion d'utilité, on adresse quelque chose à quelqu'un et ce quelqu'un doit nous rétribuer pour ça. C'est pas non plus une invention, c'est quelque chose qui a une certaine maîtrise du risque. On sait à peu près la faisabilité du projet, on sait qu'il y aura une capacité à développer son sujet, son idée. C'est pas non plus forcément une rupture, on peut travailler sur des sujets qui sont plus des améliorations mais très significatives ou des adaptations de choses qui existent et qui pourraient être dégagées dans d'autres secteurs d'activité et qui pourraient du coup renouveler un petit peu cet aspect-là. Et c'est pas quelque chose d'exclusif non plus, une innovation n'est pas que technologique. On peut parler d'innovation sociale, on peut parler d'innovation managériale, on peut parler d'innovation environnementale, donc il faut vraiment appréhender l'innovation dans sa grande largeur pour être sûr de bien absorber cette notion d'innovation. En fait, quand on regarde l'innovation, ce qu'on se rend compte, c'est que l'innovation, c'est surtout trouver une forme de viabilité économique à une idée nouvelle, à votre idée. Donc derrière, c'est vous avez une idée, mais comment vous allez développer les étapes pour définir un business model qui convienne et adresser à un marché. Donc c'est tout le propre de l'innovation et c'est ce sujet-là qui est important et qui est développé au cours du concours, de savoir un petit peu comment vous allez construire votre idée de sorte à ce que derrière, vous puissiez en créer un projet d'entreprise qui générera une rentabilité et vous permettra d'en vivre. Donc innover, ça s'attache à plusieurs aspects. Il faut aussi bien regarder la finance que la technique, comment le développer. Il faut bien entendu définir un business model, comment vous allez vendre et à qui vous allez vendre votre produit. Et c'est quelque chose qui est fondamentalement collectif, c'est-à-dire que c'est vraiment en discutant que vous allez trouver les bonnes solutions par rapport aux problèmes que vous allez vous poser sur la manière d'aborder votre sujet, de structurer votre idée et votre innovation. Donc quelques clés d'une innovation qui sont fortes, c'est dans un premier temps l'interdisciplinarité. N'hésitez pas à aller piocher des idées sur des disciplines, des secteurs d'activité qui ne sont pas forcément liés directement à votre idée, pour voir s'il n'y a pas des interactions ou des choses un peu neuves qui pourraient être amenées. L'interdisciplinarité, c'est vraiment un bon levier de réflexion pour trouver comment répondre, comment structurer son projet. L'entourage, c'est très important.
vous aider de compétences qui sont multidisciplinaires. Vous avez vos connaissances, votre savoir-faire, mais ce n'est pas suffisant pour travailler une idée, donc il faut vraiment que vous puissiez trouver des gens qui puissent vous accompagner sur des questions que vous vous posez et qui sont sur des activités qui sont liées au projet, mais pas forcément sur votre savoir-faire. Typiquement, tout ce qui est administratif, tout ce qui est comptable, c'est des sujets qui peuvent être prenants, tout ce qui est juridique, c'est des aspects qui sont importants et qu'il faut pouvoir aussi manœuvrer. Donc c'est bien de trouver des personnes qui pourraient répondre à vos questions. Du rythme. Il faut aussi que votre projet soit toujours dans une dynamique d'action. C'est pas travailler juste sur un bout de papier et essayer de formaliser les choses. C'est aussi vraiment se projeter, se confronter à votre marché potentiel pour voir un petit peu dans quelle mesure votre idée est pertinente. Il faut itérer, c'est-à-dire qu'il faut toujours faire des tests, récupérer les résultats, revoir un petit peu sa copie pour toujours améliorer en continu son projet et pas hésiter à demander, à être challengé sur ses idées, sur son projet pour être sûr que l'idée est bien affinée. Voilà. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu ce qu'était l'innovation, quelle démarche entreprendre pour pouvoir exécuter justement le projet, le développement de l'idée jusqu'au lancement du projet. Donc là on a pris l'analogie de la fusée qui part donc on va partir de la tête de la fusée. C'est les différentes étapes qui sont présentées là sont des grands jalons sur lesquels il faudra passer et d'ailleurs sur lesquels le concours engrenage, de par sa structuration, sans spoiler effectivement ce qui va suivre, mais le concours engrenage se focalisera sur certaines épreuves, sur ces grands jalons-là, ces grandes étapes. Donc au niveau de la première étape, c'est l'identification des problématiques. Donc l'objectif de cette étape-là, c'est de déterminer quel est le problème qu'on adresse, puisque, comme on l'a vu tout à l'heure, l'innovation doit avoir une notion d'utilité. Donc, quelle est l'utilité que va résoudre mon innovation, pour qui, et éventuellement aussi de définir la fréquence, l'occurrence de ce problème-là. Est-ce qu'il est fréquent, est-ce qu'il est relativement peu fréquent, etc. Ensuite, une fois qu'on a identifié le problème, nous allons identifier les solutions à ce problème-là. Donc aussi bien qu'elles soient existantes à disposition, on va dire, de vos recherches, que dans la partie plus idéation créative que vous allez mettre en place pour trouver ces solutions-là. Ensuite, on va quand même s'attacher à un point important, à savoir si cette solution est alignée avec le problème. Et donc là, notamment, on va insister assez fréquemment sur la notion de design thinking, ou en fait d'orientation client. Il faut toujours être le plus proche de vos clients dans ces phases-là, parce que c'est eux qui vont donner un petit peu le go, no-go sur la faisabilité de votre idée. Et ensuite, la partie construction du business et validation des hypothèses que vous aurez prises pour la construction de ce business-là. Donc sur 3 aspects, sur le modèle d'affaires, donc on verra un petit peu tout à l'heure les composantes de ce modèle d'affaires, sur les aspects de rentabilité et aussi sur les aspects technologiques ou en tout cas sur la solution en elle-même. Et donc, une fois que toutes ces étapes-là ont été validées, le lancement du projet peut avoir lieu en tant que tel. Donc là on passera sur des phases beaucoup plus en mode un peu plus linéaire, puisque cette première étape-là, ces étapes-là peuvent être effectuées en mode itératif. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à se remettre en question durant tout le processus, on verra, mais de reboucler à chaque fois en fonction des retours que vous avez pu avoir de vos futurs consommateurs ou clients, et donc de revenir sur la partie identification du problème ou voire de la solution. Alors sur l'identification des problématiques, donc on l'a vu tout à l'heure, la notion d'utilité est très importante. Donc si vous n'avez pas de problématique, en gros, il n'y a pas de projet innovant. Donc il est vraiment important de se focaliser sur la recherche et l'identification d'une problématique, qu'elle soit surtout réelle, concrète et présente sur un marché.
Et donc pour illustrer cette phase critique, on a choisi une citation d'Albert Einstein qui dit que s'il avait 1 heure pour sauver le monde, il prendrait 55 minutes pour penser au problème, pour formaliser le problème, et 5 minutes simplement à la recherche de solutions. Donc c'est vraiment pour mettre en emphase le fait que la recherche de la problématique est très importante, et surtout la formalisation de votre problématique. Idéalement, donc, on va se focaliser sur une problématique à fort potentiel, parce que derrière, il y a aussi une notion de business. Et pour déterminer si une problématique est à fort potentiel ou pas, on va se baser sur 3 critères, qui sont la criticité, donc c'est l'aspect qualitatif, c'est-à-dire que le problème doit venir du client, de l'utilisateur, et non pas d'une intuition que je pourrais avoir par rapport à un vécu ou par rapport à on va dire, la lecture d'une certaine bibliographie. Le deuxième critère s'attache plus à l'aspect quantitatif, donc aussi bien sur l'aspect commun, donc c'est-à-dire qu'il doit être partagé par un certain nombre de consommateurs ou de clients, et qui ne se rattache pas à un caractère exceptionnel. Si vous rencontrez une personne qui vous dit voilà, je rencontre ce problème-là quasi quotidiennement, voilà, vous ne fassiez pas une idée, enfin, un projet à partir de simplement ce témoignage isolé, mais vous attachez à récolter le plus de témoignages possible pour valider l'aspect quantitatif. Et donc aussi le dernier critère, c'est l'aspect d'occurrence. Il faut que ce problème-là survienne fréquemment. C'est-à-dire que si la problématique est certes, on va dire, est partagée par un grand nombre, mais que cette problématique-là survient une fois par an ou une fois tous les 2 ans, ça va fortement réduire le potentiel de la problématique vis-à-vis du business. Alors, pour notamment détecter les problématiques, on a 2 approches. L'approche théorique, qui se base sur la recherche notamment documentaire, bibliographique. Donc là, ça nous permet d'aller assez loin dans le niveau de détail. Par contre, le reproche qu'on peut peut-être lui faire, c'est qu'il y a, comme son nom l'indique, elle est théorique, donc elle peut être découplée d'une certaine réalité du terrain. Et des approches terrain, donc là qui sont les plus classiques qu'on puisse connaître, sont des formulaires d'enquête, ce type d'approche. Aussi, on a aussi l'immersion, enfin voilà, différentes approches plus pratiques. Mais là, c'est des approches qui peuvent aussi nécessiter beaucoup plus de temps, d'investissement de votre part. Donc une fois qu'on a identifié les problèmes, on va s'attacher à l'identification des solutions. Donc dans cette phase-là, l'idée, la première étape, c'est de générer des solutions. Et là, vous avez sûrement entendu parler d'idéation, de créativité. L'idée, c'est vraiment de penser le plus large possible et idéalement, comme on dit, outside the box. Donc c'est vraiment d'être vraiment décloisonné de tous les a priori, d'avoir décloisonné aussi du focus marché que vous pouvez avoir. Et ça va se faire par l'analyse de la concurrence, notamment, la littérature scientifique, de brevets, la littérature technique, économique. Et également, vous pouvez mettre en place aussi des séances de créativité, d'idéation, à travers différentes techniques, telles que la théorie CK. Voilà, c'est des techniques-là qu'il faut quand même maîtriser un tant soit peu pour qu'elles soient efficaces. Et comme je vous disais, donc la production des solutions doit être vraiment la plus ouverte possible. Donc il ne faut pas se focaliser sur déjà un business model ou sur une future application sur le marché. Il faut vraiment penser le plus ouvertement possible. Une fois qu'on a généré ces solutions-là, on va quand même faire le tri, parce qu'on ne va pas pouvoir étudier toutes les solutions qu'on aura générées. Et donc le tri va se faire sur différents niveaux, différents critères, qui peuvent être comme le niveau de recherche, d'investissement en recherche et développement que vous allez devoir mener pour développer l'idée. Donc avec l'investissement qui peut être corollaire avec l'investissement de R&D. La cohérence vis-à-vis du métier que vous visez. Et surtout, par rapport à ce qu'a développé Paul tout à l'heure, le potentiel d'innovation de cette idée-là. Puisque c'est l'innovation qui va vous permettre
d'une, de vous différencier, de deux, d'éventuellement d'avoir des potentiels business beaucoup plus forts, et également en termes de retour sur investissement par des leviers de financement, d'être beaucoup plus aussi performant sur cet indice. Donc une fois qu'on a sélectionné, qu'on a fait le tri de ces solutions, on va vérifier que l'idée qu'on a retenue, qui nous paraît la plus pertinente, c'est là où on rejoint l'alignement problème-solution. Est-ce que cette idée-là est réellement la bonne? Et donc pour ça, on va s'appuyer sur des techniques comme le design thinking, donc qui est vraiment focusé sur le client. On va vraiment travailler en co-construction avec nos futurs utilisateurs ou consommateurs. Et également d'autres techniques comme de la démonstration de concept par des vidéos. Alors par exemple là il y a un exemple assez frappant. C'est la startup Stanley Robotics. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une startup qui développe des robots qui déplacent des voitures dans les aéroports pour pouvoir maximiser le nombre de voitures qu'on peut ranger dans un parking en les collant le plus, en minimisant l'espace qu'il peut y avoir. Donc le robot déplace les voitures et les range les unes à côté des autres. Donc ça c'est une startup qui marche vraiment très très fort. Et au tout début, pour démontrer le concept à leurs futurs consommateurs, enfin utilisateurs, qui seraient les aéroports ou les propriétaires de parking, ils ont fait ce qu'ils appellent une vidéo à bout de ficelle. C'est-à-dire qu'ils ont bricolé en fait sur une solution existante, donc c'est un Fenwick, une sorte de Fenwick qui déplace les voitures, mais qui est piloté par un humain. Ils ont pris cette solution-là, ils ont bricolé un système d'automatisation des commandes avec du scotch, avec des choses comme ça. Un homme qui pilotait la machine à distance. Ils ont juste filmé en fait l'aspect, l'automatisation du process de rangement des voitures. Et ça a prouvé, ça a démontré la valeur qu'ils comptaient proposer aux aéroports. Et ça a vraiment été très très bien reçu. Et donc voilà, on peut faire vraiment démontrer la preuve de concept avec vraiment peu de moyens. Et donc, lorsqu'on arrivait à cette étape-là, on a ce qu'on appelle défini notre proposition de valeur. La proposition de valeur, c'est qu'est-ce que je développe, pour qui, et comment je vais générer du business. Donc une fois qu'on a identifié la solution, on va pouvoir commencer à réfléchir à notre vision business. Alors le business model, c'est un mot assez courant dont vous avez déjà entendu parler, qui contient notamment pas mal d'informations et notamment sur lesquelles vous allez devoir travailler sur certains points comme les sources de revenus, faire des hypothèses sur les canaux d'acquisition de clients, les canaux de distribution, les avantages concurrentiels, de l'AEO, etc. Enfin, pas mal de points sur lesquels vous allez devoir concevoir des hypothèses, les formaliser et construire votre business plan sur ces hypothèses-là. De même pour la partie rentabilité, la rentabilité va s'attacher plutôt en termes de prix et de coût. Donc le prix de vente de votre solution, le coût de la solution, donc combien ça vous coûte à vous de développer, de proposer cette valeur-là, le coût d'acquisition d'un client, parce que quand on va aller chercher des clients, ce n'est pas gratuit, on va devoir engager des dépenses pour aller chercher des clients, et la vitesse d'acquisition du client. Est-ce qu'il me faut une semaine, 10 jours, 3 mois, 6 mois pour acquérir des clients, et en fonction de ça, votre business ne va pas du tout avoir la même vitesse de croissance. Donc ça, ce sont des modèles hypothétiques qu'il va falloir confronter à la réalité. Donc vous allez tester ces hypothèses-là auprès de vos marchés, de vos futurs consommateurs et utilisateurs. Et ça va vous permettre de valider vos hypothèses que vous avez prises dans le business plan, dans la rentabilité, de confirmer aussi toutes les hypothèses, enfin les chiffres du coup qui sont issus de ces hypothèses-là, et éventuellement de tester l'intérêt aussi, enfin c'est même pas éventuellement, ça va tester l'intérêt de votre cible vis-à-vis de votre produit. Et donc là, il ne faut pas hésiter, on a des retours d'expérience aussi là-dessus, de modèles de start-up qui ont vraiment été au culot, on peut dire, et qui ont vendu leurs produits avant même de l'avoir développé. Donc sans aller jusqu'à cet extrême-là, en tout cas, c'est ne pas hésiter
à mettre entre les mains du client une solution, même si elle n'est pas finie, une solution qui permette de tester votre produit. Là, ce qu'on va appeler par exemple un MVP, donc c'est le Minimum Viable Product. Donc c'est une solution qui va être la plus basique possible, qui va vous demander le moins d'investissement possible en développement, mais par contre de tester le concept auprès de votre cible. Donc ça peut être soit donc vraiment une version minimale de votre solution, ça peut être aussi également simplement une page d'accueil de votre site ou de votre future application, avec par exemple vous allez demander à renseigner l'adresse mail des futurs consommateurs et pour recevoir une newsletter, etc. Donc là vous commencez aussi à récupérer de la data et à déjà acquérir en tout cas du futur prospecting. Ensuite, la phase critique va être d'analyser les résultats et en fonction des retours que vous allez avoir et de l'analyse de ces résultats-là, il va falloir soit pivoter, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il va falloir transformer ou modifier certaines hypothèses que vous avez prises au départ, soit dans ce cas-là, par chance tout roule et on passe à l'étape suivante. Mais là, l'idée qu'il faut garder en tête, c'est le marché qui est le juge de paix. C'est-à-dire que c'est vos clients, vos futurs consommateurs, c'est le marché qui va être l'autorité suprême qui va définir si votre idée est la bonne ou pas. En fonction des différentes étapes, alors on a quand même on a voulu préciser ce qu'on appelle les soft skills. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec on en parle de plus en plus fréquemment. C'est les compétences comportementales et attitudinales que vous allez devoir développer au cours de votre projet. En fonction des différentes étapes, vous allez mobiliser des soft skills différents. Donc, notamment sur la partie d'identification des problématiques, on peut très bien imaginer que les soft skills que vous allez devoir mobiliser sont plutôt autour de l'écoute, de l'empathie, qui vont vous permettre de mieux appréhender ce que vos futurs consommateurs ou clients racontent, de mieux comprendre et de mieux identifier la problématique dont il essaie de vous parler, Pour identifier des solutions, là vous allez mobiliser votre aspect curieux et la capacité à créer des liens. Donc ce qu'on appelle à créer des liens, c'est-à-dire que ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment penser en dehors de la boîte, c'est-à-dire qu'il va falloir, dans la recherche de solutions, penser aussi peut-être à aller chercher des solutions qui sont appliquées, qui existent déjà et qui sont appliquées dans d'autres domaines, dans d'autres marchés, mais qui pourraient être une solution à étudier et à retenir dans votre recherche. Donc c'est être vraiment capable de créer des liens entre différents domaines d'application, différents marchés. Pour vérifier ces hypothèses, il va falloir faire preuve d'humilité et d'adaptabilité. Humilité parce que vous allez rencontrer pas mal de points bloquants qu'il va falloir se remettre en question. Alors pas forcément vous en tant que personne, mais remettre en question ses décisions, ses choix. Et puis adaptabilité parce que effectivement si vous devez modifier et changer une de vos décisions, faut pouvoir le faire assez rapidement et avec agilité. Et puis tout à l'heure Paul mentionnait la partie l'intérêt aussi de savoir s'entourer de personnes. Un entrepreneur seul, ça va être une vie assez dure pour lui, et surtout il y a tellement de compétences à mobiliser, d'expertise à savoir mettre en œuvre dans la réalisation d'un projet innovant que cette partie-là est très, très importante. Donc il faut savoir faire preuve de leadership, c'est-à-dire pouvoir réussir à mobiliser, à fédérer des personnes autour de vous, et d'ouverture parce que vous allez devoir partager des pouvoirs de décision, de confronter vos idées et savoir accepter peut-être que votre idée n'est pas la bonne. Donc une fois qu'on a une solution à une problématique qui a été validée par nos futurs consommateurs ou nos futurs clients, qu'on a également un business model qui a été également validé et qui présente une rentabilité intéressante, là vous avez tous les éléments réunis pour lancer le projet innovant. Et donc là, les différentes phases qui vont composer vraiment le projet en lui-même. Donc là, on était toutes sur la phase amont de construction entre l'idée et la formalisation des différentes hypothèses.
Et maintenant, on va passer à l'action. C'est la conception du produit, le développement du produit en tant que tel, sa commercialisation, son industrialisation, et après tout le développement commercial et marché qui va en découler pour pouvoir assurer vos croissances de part de marché et croissance organique. Et donc la question maintenant à laquelle on va tâcher de répondre, c'est comment on finance ces différentes étapes, en tout cas sur la partie conception et développement. Oui. Donc sur le financement de l'innovation, on va voir un petit peu deux grosses sources de financement. Vous avez ce qu'on appelle les ressources internes, qui se composent des fonds propres, en gros du capital premier que vous pouvez apporter à la structure. Du love money, ça c'est des amis, l'entourage, la famille qui aussi adhèrent un petit peu au projet et sont prêts à investir un petit peu aussi un peu de leur argent dans votre projet. Et ce qu'on appelle la CAF, la capacité d'autofinancement. En fonction de votre bilan comptable, finalement, vous allez commencer à produire de la richesse, et cette richesse, vous allez pouvoir l'investir. Donc c'est ce qu'on appelle les ressources internes, c'est vraiment celles que vous disposez en propre. Après, vous avez tout ce qui est ressources externes, qui sont les financements publics, qui est un véritable levier, surtout en phase d'amorçage, on va le voir. La capitalisation, donc l'entrée d'investisseurs, de business angels dans le capital de votre société. Et la dette, faire appel à une banque pour contracter un prêt pour mener à bien le projet d'investissement. Donc l'idée, c'est de savoir un petit peu dans tous ces leviers de financement, lesquels on active, à quel moment, surtout sur les débuts du projet en amorçage, on appelle ça l'amorçage, voir un petit peu comment tout ça s'agence. Donc voilà, pour résumer un petit peu le parcours d'une société, hein, vous partez vraiment du début, où là vous avez un trou d'investissement parce que vous êtes obligé de construire votre projet pour pouvoir le présenter et commencer à vendre votre solution et à ramener un peu de chiffre d'affaires. Et puis à partir du moment où vous commencez à ramener du chiffre d'affaires, vous rentrez en période de croissance et de maturité. À chaque étape, s'activent des financements qui sont bien spécifiques, bien particuliers. On va revenir un peu plus dans le détail à l'amorçage, mais sachez que voilà, on arrive plutôt sur les levées de fonds et l'entrée de fonds d'investissement plutôt en phase de croissance. L'amorçage, c'est pas leur sujet de prédilection et c'est jamais vraiment une bonne solution de les faire rentrer trop tôt parce qu'après il y a une question de gouvernance, une question de dilution du capital qui peut être sensible par la suite quand vous allez faire évoluer votre projet. Et dans tout ça, vous avez tout ce qui est les financements publics. Encore une fois, c'est quand même un levier de financement qui est intéressant et qui vaut la peine de voir activer. Donc on va s'intéresser un petit peu à l'amorçage, qui est la slide suivante. Donc l'amorçage, en gros, comme l'a dit Guillaume, vous allez tester, jongler entre votre solution, vos idées, vos hypothèses. Vous allez partir du business plan. Ensuite, vous allez travailler une maquette de votre solution. Vous allez faire le fameux MVP, le POC. Ça, vous allez commencer à le présenter à des gens qui va vous amener des premières tractions. Ce qu'on appelle traction, c'est avant la vente en tant que telle. Vous avez réussi à formaliser une marque d'intérêt de votre marché cible et du coup avoir des résultats, des lettres d'intention d'achat quand le produit sera présent ou juste des marqueurs forts que votre solution a de l'intérêt. À partir de ces tractions, vous développez votre démonstrateur qui sera une version quasiment aboutie du produit terminé qui va vous permettre derrière de signer vos premiers clients et derrière d'avoir vos premiers salariés pour continuer à développer vos produits. Et donc à chaque étape qui constitue cet amorçage, donc c'est une étape un peu générique, hein. Tous les projets ne se mènent pas comme ça, mais c'est vraiment pour vous donner une idée de comment ça peut se passer. Vous avez vraiment, sur cette étape un peu rédactionnelle, on va dire, présentation, formalisation de votre projet, les fonds propres et le love money, donc des ressources internes exclusivement qui peuvent être amenées. Et vous avez la chance, vous, de pouvoir bénéficier aussi de tout le support du concours engrenage qui va vraiment vous aider à structurer tout ça. Ensuite, vous allez arriver à ce niveau de traction. Et là, vous allez pouvoir travailler de ce qu'on appelle le financement public dont je vous parlais tout à l'heure. Comme c'est vraiment le point clé à votre niveau, parce qu'une fois que vous allez être lauréat du concours engrenage, vous allez tout de suite essayer de récupérer un peu plus d'argent pour pouvoir progresser dans votre sujet. Donc c'est là où ces financements publics sont super intéressants,
Je vous ai donné des ordres de grandeur pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc vous avez les prêts d'honneur, les aides, les pays France, notamment la bourse French Tech, d'auteur de 30 000 €. Et puis vous avez toujours la possibilité, une fois que vous avez votre traction client, c'est vraiment un marqueur fort pour ces acteurs-là de viabilité de votre projet. Donc une fois que vous avez votre traction client, vous pouvez aussi espérer faire entrer un business angel si vous avez beaucoup d'investissements que vous ne pouvez pas assumer tout seul. Ils peuvent aller jusqu'à 300 000 € d'apport au capital. Et une fois que vous avez vos premiers clients, là vous rentrez dans un autre circuit, dans un autre cycle, où là il y a toute une fiscalité d'innovation pour favoriser les charges d'un salaire ou le fait de payer d'impôts et du coup qui vous soulage vraiment de certaines dépenses. Vous avez votre capacité d'autofinancement parce que vous allez commencer à rentrer des chiffres d'affaires que vous allez pouvoir réinjecter dans votre projet. Et puis vous avez les prêts de plus grosse ampleur, les prêts à l'innovation, les prêts à taux zéro qui vont aussi vous apporter plus de leviers de financement. Donc, alors après, pour revenir un petit peu sur les financements publics, ce qu'il faut savoir et ce qui est important dans la construction du projet, parce que finalement vous allez avoir des étapes de construction. Pour les mener à bien, vous allez avoir des coûts d'investissement à dégager. Ces coûts d'investissement, en fonction des leviers de financement que vous allez pouvoir débloquer, vous allez voir s'ils vont être réalisables ou pas. Donc il va toujours falloir aménager votre capacité à aller chercher des financements avec l'investissement que vous allez pouvoir engager. Comme le disait Guillaume, l'idée c'est de pouvoir proposer le plus tôt, le plus rapidement possible quelque chose à présenter au marché pour avoir de l'attraction et montrer que vous avez quelque chose d'assez puissant entre les mains. Et donc pour ça, si vous avez des coûts d'investissement qui sont trop élevés par rapport au levier de financement que vous allez pouvoir dégager, vous allez vous retrouver bloqué finalement parce que vous n'allez pas avoir de quoi financer votre MVP ou votre POC. Donc il faut trouver, et c'est toute l'articulation dont on discutait avant, il faut trouver la manière de présenter le projet ou de construire ce projet de sorte à ce qu'il rentre dans les budgets de votre financement pour que même si ce n'est pas ce que vous souhaitiez au départ, vous puissiez quand même présenter quelque chose qui vous permettra derrière de reboucler sur d'autres leviers de financement et de pouvoir quand même avancer. Voilà, c'est très important d'articuler cette capacité de financement avec ces différentes étapes de construction de projet pour pouvoir être le plus efficace et pouvoir présenter quelque chose le plus rapidement possible à votre marché potentiel. Donc, non, pardon, on peut revenir sur la... Donc, à savoir, par exemple, sur les financements publics, donc pour paramétrer un petit peu, c'est que les financements publics sont toujours capés aux fonds propres, donc aux ressources que vous avez en interne. Donc c'est 1 € d'aide pour 1 € de fonds propres. Donc si vous partez avec 1 000 €, vous pouvez récupérer 1 000 €. Si vous partez avec 15 000 €, vous pouvez récupérer 15 000 €. Donc c'est très utile les financements publics, mais ça dépend aussi de votre capacité à avoir déjà récupéré un petit peu de levier de financement. Et pour faire une augmentation des fonds propres de façon non dilutive, donc sans faire rentrer un investisseur au capital, vous avez 3 options qui sont les principales options. Donc le Love Money dont on a parlé tout à l'heure. Vous pouvez aussi faire des apports en compte courant. Donc là, il n'y a plus d'engagement direct, mais vous pouvez toujours, en fonction des besoins, mettre un petit peu plus d'argent dans la société. Ce sera considéré comme des fonds propres. Vous avez les prêts d'honneur qui sont constitutifs comme des quasi-fonds propres. Donc l'idée, c'est vraiment, vous partez avec des fonds propres de base. Derrière, vous faites votre traction. Une fois que vous avez cette traction-là, vous allez essayer de récupérer des prêts d'honneur. Ces prêts d'honneur vont gonfler encore vos fonds propres. Et après, vous allez chercher d'autres financements publics, type bourse French Tech, pour avoir le maximum. Donc là, vous commencez à avoir une enveloppe assez solide pour développer votre projet. Et vous avez également les résultats. C'est comme toujours, si vous arrivez à faire du chiffre d'affaires très tôt, c'est toujours plus intéressant. Typiquement, si vous développez un produit, mais que vous avez une expertise qui peut aussi être vendue sous forme de conseil, c'est bien aussi de jongler avec ces deux-là pour pouvoir derrière avoir le maximum de financement et de pouvoir assumer le maximum des investissements. Donc voilà un petit peu sur ce schéma par rapport au financement public. Voilà les acteurs principaux, vous les avez là. Vous avez BPI France, qui est vraiment le gros acteur du financement public aujourd'hui en France. Vous avez France Initiative et Réseau Entreprendre pour les prêts d'honneur. Donc c'est des gens, vous pouvez taper à leur porte, ils sont relativement accessibles et vous allez pouvoir discuter de votre projet avec eux.
Et vous avez aussi la Chambre de commerce et d'industrie, on oublie un petit peu, mais c'est vrai que c'est une structure qui est très à l'écoute des porteurs de projets et qui pourra vous donner des solutions aussi en fonction du degré de maturité de votre idée. Et donc, en conclusion un petit peu de toute cette présentation, donc l'innovation, c'est pas technologique, c'est pas de la rupture, ça peut être vraiment des choses très, très diverses et variées. Donc il faut pas se bloquer par rapport à cette idée d'innovation. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ça doit avoir une viabilité économique, donc avoir vraiment une forte consonance marché. Et la meilleure façon de le prouver, c'est de s'y confronter le plus tôt possible. L'entrepreneur, lui, il doit être très agile. C'est vraiment quelqu'un qui doit pouvoir jongler d'une solution à une autre, être ouvert à toutes les propositions qu'on pourrait lui faire, à toutes les opportunités qui pourraient être. Les sociétés qui pivotent, il y en a énormément qui, en 2 ans, ont pivoté 3-4 fois avant de trouver leur bon modèle. Parce que voilà, c'est jamais figé, c'est de l'innovation, on ne sait jamais vraiment où on va, donc il est important de tester beaucoup de choses pour connaître la meilleure des solutions. Et donc voilà, c'est un peu ce qu'est le projet d'innovation à proprement parler. C'est vraiment de l'itération, aller-retour avec son client, du design thinking, c'est le propre de tout ça qui va vous permettre d'affiner un petit peu votre idée, de la changer, de la modifier, de la moduler pour qu'elle ait une vraie consonance économique et donc de viabilité pour votre projet d'entreprise future. Voilà un peu tout ce qu'on voulait vous dire sur l'innovation. Je ne sais pas si vous avez des questions. La dernière station, celle-ci. Alors peut-être juste une précision, là, on a volontairement utilisé cette formulation-là qui est un peu choc. Ce qu'il faut voir derrière surtout, c'est l'envie d'apprendre. Échouer, c'est pas quelque chose de grave. Échouer, on apprend. On est là pour rebondir et avec toute l'envie et l'ambition que vous avez, voilà, ça ne fait aucun doute. Vous avez des questions? Moi, ce que je voulais savoir, c'était vous intervenez comment? C'est-à-dire que c'est quoi votre intervention? C'est quoi votre mode de rémunération? C'est quoi votre fonctionnement en tant que cabinet conseil? Alors, comme l'a présenté Paul au début, on est un cabinet de conseil en conduite et financement de l'innovation. Donc, conduite, on entend par là, c'est de co-construire avec le client une roadmap, une sorte de trajectoire, une sorte d'ambition en termes de développement de produits, en termes de vision marché, sur lesquels on va pouvoir jalonner différents développements produits, différents développements, ou en tout cas des grands jalons de développement, et sur lesquels on va pouvoir adosser des leviers de financement. Et donc ensuite, on vient vous aider, vous accompagner dans le montage des dossiers de demande de financement. Et donc c'est sur cette partie-là, sur la partie vraiment montage de dossier, que le business model, notre business model s'assoit, puisqu'on va se rémunérer en fonction du montant des aides levées auprès de l'entreprise. On touche un pourcentage de trucs levés, du montant levé. C'est ça. On a une idée, on peut savoir le pourcentage? On en discutera après. Voilà, c'est ça. Après, ça doit être transparent. Enfin, j'imagine que ça doit être transparent. Disons qu'on fera, voilà, c'est un marché comme ça reste dépendant des sociétés, ça reste dépendant des projets, donc voilà, on n'a pas de... En fonction de l'ambition du projet, la taille de la société. Si je veux vous envoyer des gens, que j'ai des avis, que j'ai des enjeux de... On en parlera. C'est très variable. Vous avez dit que pour les financements, il faut avoir 50-50 dans 50% de ton argent et 50% de l'investisseur. Mais j'ai entendu que ça doit être au moins 15 ou 20% de ton propre argent dans un projet, investi par toi-même, et pas 50. J'ai mal compris. Oui. Alors, en fait, la règle, c'est vraiment 1 euro d'aide pour 1 euro de fonds propres. Ils ne veulent pas investir sur des... c'est normal, après c'est des organismes qui cherchent aussi à faire rentrer de l'argent dans des sociétés qui ont des chances de progrès. Et en termes de signal d'aller chercher plus d'argent que ce qu'on met nous-mêmes dans la société, c'est pas un signal très fort de conviction et de motivation par rapport au projet. Donc c'est pour ça qu'ils aiment cette règle-là, parce que derrière, ils savent que du coup, c'est 50-50,
ils prennent le risque à 50% en même temps que vous. Voilà. Et c'est ça qui va leur donner vraiment confiance dans votre projet et qui va quand même asseoir les choses. Du 15-75, ça peut être possible sur des projets qui sont très recherche et sur lesquels la visibilité, en fait, on est vraiment sur la deep tech, quoi. On est vraiment sur la vision radicale, sur des programmes qui sont à 5-6 ans, où là ils vont quasiment financer l'ensemble, mais parce qu'on est sur la recherche, ils savent bien que c'est nécessaire pour voir un petit peu l'économie du futur, mais que pour le coup, dans les 6 mois, ça ne générera jamais de chiffre d'affaires. Juste peut-être pour préciser votre question, les 15, c'est les 15 000 euros, les 15 K que vous avez lu sur la slide, c'est ça? Ou c'est les 15% d'abondement? 15-20%, oui, je suis allée au salon des entrepreneurs et là-bas il avait une conférence sur le financement et les gens d'une entreprise qui accompagne les entrepreneurs, ils ont dit que ça doit être au moins 15-20% de tous les investissements d'un projet. 15%, 15-20% de la part de... C'est le taux de financement du financeur. Non, c'est relativement faible. Ceci dit, c'est une question, ça d'ailleurs, ça peut être un poil technique, mais l'argent que vous levez sur BPI, ça rentre dans le capital ou ça rentre dans l'emprunt? Ça rentre dans la... Non, c'est de la subvention, c'est la subvention d'exploitation, ça. Donc c'est pas du tout du fonds propre. Si c'est de la subvention, après il peut y avoir des prêts. Mais sur la partie sub, la subvention rentre dans le ratio avec les prêts. Enfin, dans un ratio, si on prend 50-50, si on a une subvention, ça peut rentrer dans des côtés en capital. Non, la seule chose qui peut rentrer dans ce calcul de fonds propres, c'est les prêts d'honneur. Alors les prêts d'honneur, c'est des prêts qui sont garantis à la personne, donc c'est un peu comme si vous mettiez directement de l'argent dans la société, parce que le prêt n'est pas sur la société mais sur vous-même. Mais en fait, on vous prête cet argent-là, donc du coup, vous gonflez vos fonds propres. Voilà. C'est vraiment la seule option qui permet de gonfler ses fonds propres pour cette histoire de 50-50. Oui. Moi, je voulais juste avoir le nom de la start-up que vous avez citée qui utilise l'espace dans les parkings de Stanley Robotics. Stanley Robotics. Ok, ben merci beaucoup, point du jour. De toute façon, si effectivement, progressivement, vous avez des questions à poser à Paul, à Guillaume, vous les reverrez de toute façon tout le long du concours. Donc, avec plaisir. Donc gardez-les bien au chaud. Merci à vous. Merci. Alors maintenant, il est temps pour moi de dévoiler quelques grands principes de la saison. C'est pas cette slide-là. On peut commencer par ceci. Alors, oui, effectivement, là, effectivement, les grands principes de la saison 2020, vous les revoyez énoncés à l'écran. C'était effectivement ceux dont je parlais sur la vidéo. Donc c'est un concours qui est dédié aux écoles du réseau GES et qui est intégré à la pédagogie des écoles du réseau GES, dont l'objectif est de diffuser l'esprit d'entreprise au sein du réseau GES. Alors, il est dédié aux étudiants des 3e, 4e, 5e années des écoles du réseau GES, ainsi qu'aux jeunes diplômés de moins de 3 ans. Alors, on va voir que là-dessus, il y a quelques nouveautés. La nature des projets éligibles, ce sont des projets en early stage, donc à l'état d'idée ou de projet peu avancé, avec des critères d'innovation digitale, d'innovation technologique, d'innovation business, et des critères aussi d'éthique. Ça, c'est effectivement une nouveauté que l'on a intégrée dans la saison 2020. C'est-à-dire que dans le dossier d'inscription, vous allez avoir une question spécifique sur la dimension d'innovation de votre projet, mais aussi sur la dimension d'éthique. Évidemment, le principe même du concours Engrenage, une succession de 5 périodes, formation, épreuve, de janvier à juin 2020. Donc effectivement, c'est plus qu'un simple concours, c'est un véritable programme d'accélération. Alors effectivement, là, je préférerais qu'on passe à la slide d'après, s'il te plaît, parce que là, finalement... On commence à parler. Voilà, alors, donc on a une grosse nouveauté en 2020. Donc jusque-là, peut-être ne le saviez-vous pas, mais Engrenage était, comment dirais-je, un concours qui était géré sans véritable structure juridique. Donc on a créé cette année une association qui va effectivement opérer, une association loi de 1901,
qui va à la fois opérer le concours, mais qui aura aussi un rôle finalement d'animation de la communauté des entrepreneurs du réseau GES. Ce qui vient que lorsqu'on a présenté Irène tout à l'heure en disant que c'était effectivement l'animateur du club des entrepreneurs du réseau GES, en fait Engrenage, maintenant c'est non seulement le concours Engrenage, mais c'est aussi le club Engrenage qui intègre finalement les entrepreneurs du réseau GES, qu'ils soient d'ailleurs anciens concurrents du concours Engrenage ou pas. Tout à fait, c'est exactement ça Isabelle. Je pense que les piles sont en train de baisser. Très bien, voilà. Je vais me débrouiller sans. Oui. Du coup, effectivement, c'est une nouveauté qui est assez grande. Vous avez dû entendre peut-être dans la vidéo le nom GES Entrepreneur. Donc c'était l'ancien nom justement de ce club qui a été relancé depuis 2 ans. Je remercie d'ailleurs les différents directeurs et les différentes pédagogies d'avoir participé à cette relance. Et c'est très important parce qu'en fait, c'est pas juste les concurrents et ceux qui participent dans le concours Engrenage, mais c'est vraiment tous les entrepreneurs confondus. Et on y invite évidemment du coup les anciens, les alumni d'Engrenage, mais aussi ceux qui sont extérieurs du réseau. Et j'insiste sur cette partie-là, puisque on va y rencontrer des professionnels qui s'y déplacent au fur et à mesure auprès des after-work. Alors, ça, comment dirais-je, comporte un avantage d'être structuré comme ça en association avec une loi de 1901. Ça va nous permettre effectivement d'aller lever des fonds auprès de fondations d'entreprises, ce que l'on ne pouvait pas faire jusque-là. Ça va aussi nous permettre de prétendre à des subventions publiques et donc effectivement à nous rapprocher d'organismes publics pour lever des subventions. Donc l'ambition vraiment d'Engrenage, c'est de lever plus de fonds que nous n'en avons jamais levé jusque-là. Tout à fait. Alors, pour adhérer à cette association, voilà, donc il y aura plusieurs effectivement catégories d'adhérents. Il y aura les étudiants, il y aura les alumni, donc les anciens élèves, et les personnes extérieures. Ce qui rejoint le point que vient de citer Irène, puisque c'est une association, certes, dédiée, comment dirais-je, à la diffusion de l'esprit d'entreprendre au sein du réseau GES, mais avec l'apport finalement de l'extérieur. Et donc, en fait, les étudiants du réseau GES, et on va voir après que c'est une condition pour pouvoir s'inscrire au concours Engrenage, les étudiants du réseau GES qui veulent adhérer à l'association d'Engrenage reverseront, et ça c'est complètement transparent pour vous, hein, ça sera fait par l'administration du réseau GES, donc vont reverser 5 € de la cotisation annuelle qu'ils versent habituellement au BDE, donc à l'association. Ensuite, effectivement, les alumni qui voudront adhérer à l'association devront payer 20 € par an. Et les personnes qui viennent de l'extérieur, les personnes physiques, payeront donc 40 € par an. Pour ce qui est des entreprises, effectivement, ce sera possible pour elles aussi d'adhérer à l'association Engrenage. Et d'ailleurs, c'est un point de passage obligé pour celles qui voudront sponsoriser le concours Engrenage. Elles devront d'abord être membres de l'association Engrenage. Et pour elles, ce sera un tarif unique aussi de 250 € par an. Vous comprenez bien notre volonté vraiment d'avoir des moyens qui sont à la mesure de nos ambitions. Nous avons cette année l'ambition d'avoir 150 candidatures. L'année dernière, nous avions l'ambition de 80 candidatures, nous en avons eu 119. Donc chaque année, nous nous fixons des objectifs de plus en plus ambitieux. Mais ceci étant, ça implique effectivement derrière la nécessité d'avoir des moyens accrus et aussi pour avoir des intervenants extrêmement valables comme ceux qu'on a eus l'année dernière, et Josué, tu es là pour le prouver. Les intervenants que nous avons eus sont des intervenants de l'écosystème qui facturent pas très cher, certes, mais pour les avoir, il faut quand même payer un petit peu. Hein, parce que ce qui est gratuit n'est pas toujours de valeur. Tout à fait, tu nous fais une transition parfaite, puisqu'on va vous parler aussi d'une transformation qu'on a opérée. Il y avait marqué tout à l'heure les 5 petits prix, on va vous expliquer ça. Alors, le modus operandi donc, connaît des modifications, donc, ainsi que je viens de le dire, tout candidat voulant s'inscrire à Engrenage doit être à jour de sa cotisation à l'association Engrenage pour l'année en cours. Et s'il y a dans un projet 4 personnes, 4 étudiants, eh bien, il y aura 4 cotisations. Mais il peut y avoir aussi un étudiant, 3 alumni, il peut y avoir un étudiant, 2 alumni, un extérieur. Il y aura autant de cotisations que de membres dans l'équipe
projet. Et ça sera, tu vas le dire tout à l'heure Irène, très explicitement, comment dirais-je, indiqué dans le formulaire de candidature. Alors, nous avons des cibles supplémentaires, puisque cette année vont pouvoir être éligibles au concours les étudiants et les jeunes diplômés de Modart International, de l'ISA ISFJ Paris et de PSVA Paris. On remercie d'ailleurs Ludovic Place qui est présent ce soir. Voilà, merci. Alors, effectivement, toujours pareil, hein, le porteur de projet doit impérativement être étudiant ou diplômé de moins de 3 ans de l'une des écoles éligibles. Cette mention, elle est indiquée à nouveau parce que moi, il m'arrive effectivement de temps en temps maintenant d'avoir au téléphone des gens qui viennent de l'extérieur. Parce que l'engrenage commence à rayonner, commence à diffuser. Donc on m'appelle en me disant « Madame Stemmer, comment je fais pour m'inscrire? Est-ce que j'ai le droit de m'inscrire? Est-ce que c'est vraiment réservé aux étudiants du réseau GES ?» À ces gens-là, j'explique que le porteur de projet doit être éligible, soit donc doit être étudiant ou jeune diplômé de moins de 3 ans. Ce qui veut dire que si quelqu'un veut participer au concours engrenage de l'extérieur, il peut se rapprocher des étudiants ou des jeunes diplômés de l'une des écoles éligibles afin que cette personne soit le porteur de projet. D'accord ? Donc, effectivement, cette dimension est importante et il faut la repréciser. Le porteur de projet doit impérativement être étudiant ou diplômé de moins de 3 ans. Mais du coup, on peut très bien accueillir un projet de l'extérieur qui est effectivement porté en partenariat, finalement, par plusieurs personnes, dont un étudiant ou un jeune diplômé de l'une des écoles du réseau GES. Alors, pour ceux qui, effectivement, avaient connaissance d'engrenage dans les années précédentes, nous avions ce qu'on appelait les 4 petites pousses d'engrenage. Donc ce système a vécu, on le remplace par un système qui nous permet, je vais l'expliquer, donc de valoriser les spécialités des 5 écoles du réseau GES. Et donc quand vous vous inscrivez au concours engrenage, vous concourez pour le Grand Prix, mais vous allez concourir aussi à 2 catégories, donc, qui sont finalement des prix supplémentaires, qui vont permettre effectivement de valoriser pour chacun d'entre eux la spécialité de chacune des écoles du réseau GES. Et ceci nous permettra d'ailleurs d'aller chercher des sponsors spécifiques pour chacun de ces prix. Donc à PPA va correspondre le prix Service et Business, à EIML va correspondre le prix Luxe et Lifestyle, à ESGI correspondra le prix Technologie et Intelligence Artificielle, c'est ça? IoT? Non, c'est pas ça. Internet des objets. Ah, pardon. Internet Objets connectés. Pardon. Internet of Things. Prix Média by ECITV, donc ça c'est le prix qui correspond à l'ECITV, et pour l'ICANN, le prix Design et Animation numérique. Voilà. L'inscription sera toute simple cette année. Effectivement, on a vu que l'année dernière, effectivement, il y avait des petits soucis parce qu'il y avait une forme de complexité, on va dire, dans l'inscription. Il fallait passer par une plateforme, m'envoyer un mail en parallèle, etc., pour valider l'inscription. Là, c'est tout simple. L'inscription se fera par un Google Form que Irène a brillamment déployé et voilà, qui est complet. Je précise juste, vous voyez, il y a 5 prix et on vous demande l'obligation à votre projet de s'inscrire dans 2 des catégories. C'est une obligation puisqu'en fait, forcément, votre projet rentre dans 2 catégories parmi celles qui sont listées. Faites bien attention, je le redirai au niveau des formulaires d'inscription, c'est prévu pour que ce soit bloqué. Vous êtes dans l'obligation de choisir 2 catégories, bien sûr, différentes et bien évidemment de sélectionner forcément 2 catégories. Oui. Ça veut dire 2 catégories minimum ou... 2 catégories minimum ou maximum. Voilà. C'est une obligation d'avoir 2 catégories. C'est pour, en fait, c'est fait pour, on va dire, dans le même esprit que les 4 petites pousses d'engrenage d'une certaine façon, mais pour mobiliser les étudiants et les candidats tout le long du concours et jusqu'au bout, parce que finalement, pourront concourir à ces 5 prix tous les candidats à engrenage. Et jusqu'au bout du concours. D'accord ? Donc il se pourra très très bien que quelqu'un remporte un prix alors qu'il n'est même pas demi-finaliste, par exemple. Mais c'est fait effectivement pour mobiliser l'attention des étudiants
du début du concours jusqu'à la fin, et c'est fait aussi pour valoriser les spécialités de chacune des écoles, et en même temps c'est fait pour aller chercher plus facilement du sponsoring, parce que c'est effectivement plus facile d'aller taper dans le domaine du luxe et lifestyle spécifiquement pour financer un prix EIML que pour un prix effectivement généraliste où on ne sait pas finalement qui va gagner. Et effectivement, le sponsor principal du Grand Prix reste et demeure le CIC. Et là, effectivement, peu importe la spécialité. Alors, juste transition, puisqu'effectivement, parmi les partenaires qui ont déjà rejoint Engrenage saison 8, CIC, donc Point du Jour qu'on accueille aujourd'hui, Point C in extenso, Skills Avocats et 100 000 entrepreneurs. Alors, on est en train de, effectivement, déployer des trésors de réseautage, d'activation de réseau pour, effectivement, sourcer de nouveaux sponsors. Alors voici le planning des différentes épreuves. Tu veux intervenir, Irène, à ce niveau-là ? Oui, alors ce sont des dates clés. Donc là, vous avez seulement le visuel des dates clés au niveau des épreuves. Donc, bien évidemment, ces dates ne bougeront pas. Les lieux sont déjà fixés également. Alors, juste, la finale peut bouger, parce que ça dépend effectivement de la disponibilité de la salle que met à notre disposition le CIC. Mais bon, ça sera le 3, le 4 ou le 5, ou la semaine d'après, quoi. Exactement. Mais ça sera dans ces eaux-là. La seule composante qui peut bouger à l'intérieur, c'est effectivement la finale. De toute façon, on vous le redira, vous serez informé par mail, par numéro de téléphone et par les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut passer à la slide juste après? Voilà, donc là, plutôt un calendrier qui va plus vous intéresser, vous, en tant que candidat et en tant que futur candidat de la saison 8 d'Engrenage. Là, vous avez les épreuves et vous avez également les dates des formations. Alors, je vous vois prendre des photos, vous en faites pas, les slides seront disponibles juste après. Et de toute façon, j'ai prévu un calendrier qu'on pourra partager auprès de tous les étudiants pour que vous l'ayez directement dans votre smartphone. Vous avez les dates, celles-ci resteront bloquées comme je vous les ai expliqué. Vous avez les projets qui sont en lice. Donc on commence par les inscriptions qui commencent du coup dès ce soir, donc dès demain en fait, a priori, puisque c'est demain qu'un mail partira, avec le lien d'inscription à l'intérieur. Jusqu'au 19 janvier, vous avez possibilité de vous inscrire dans ce concours Engrenage. L'importance, bien évidemment, de ce Google Form qui est rempli, on vous l'a déjà expliqué. Vous avez eu des conférenciers géniaux, je vous en remercie, pour vous expliquer la dimension d'innovation, l'importance qu'elle a. Bien évidemment, vous êtes jugé dessus. Comme vous le voyez, il y a la conférence de lancement, vous avez un oral de présélection sur le caractère innovant des projets. Je m'explique. Si jamais votre projet n'est pas assez innovant, ou en tout cas, à la première lecture, les projets ne semblent pas avoir ce caractère innovant fort, vous serez appelé à l'ESGI pour pouvoir, on va dire, assister à un oral de repêchage où on va finalement vous demander d'expliquer votre projet. Et on va vérifier et creuser cette dimension d'innovation et d'éthique. Alors effectivement, au jury participera d'ailleurs la société Point du Jour, donc bien placée pour évaluer effectivement cette dimension d'innovation de votre projet. Exactement. Et vous avez le deuxième qui est juste de l'autre côté, donc Kamal. Kamal et nous, directeur de l'ESG. Suite à cette présélection, s'opérera une sélection qui sera réalisée par Rémi Bataille, qui a marqué le 71 Trail, qui est représenté par Rémi Bataille, qui va lire tous vos dossiers et qui va sélectionner les 40 meilleurs sur des critères bien évidemment définis selon ce qui est marqué dans les questions qui seront remplies lors de votre formulaire d'inscription. Suite à cette sélection, il ne restera plus que 40 projets en liste. Ces 40 projets en liste... On peut vous poser des questions maintenant ou on attend la fin? On peut y aller. Parce que quand vous dites sur des critères, vous serez sélectionné sur des critères. Vous allez continuer sur le côté les questions qui sont posées. Mais ce n'est pas des critères, c'est-à-dire qu'on aura aussi des critères de choix, de décision, c'est-à-dire avec des grilles, tout ça. Ou c'est comme le guide Michelin où...
Je vous vois venir. Non, en fait, le 71 Montreuil, on peut donner les critères, mais il y a des critères bien sûr de viabilité, de perspective de développement, de scalabilité, etc. Il y a un certain nombre de critères, comme chaque jury, comment dirais-je, en a à chaque intervention, chaque année. Donc Rémi dispose d'une grille, et effectivement, qu'on pourra partager, bien évidemment, pour que les candidats connaissent les critères de sélection. Absolument. Ça me semble pertinent. Tout à fait. Donc oui, ça sera partagé. Donc vous aurez les grilles de sélection, et justement, ce sera là-dessus que les projets seront jugés. Vous avez toutes les clés en main, normalement, pour pouvoir concourir à la suite. Sélection qui s'opère. Suite à cette sélection, du coup, bon, ça se termine le 5 février. Vous nous excuserez, mais on prendra juste une journée de marge pour pouvoir prendre tous ces résultats et vous informer correctement en temps et en heure. Donc le 6, vous saurez si vous faites partie des 40 candidats, les 40 projets d'ailleurs, puisque candidats, qui seront sélectionnés pour concourir dans ce concours engrenage saison 8. Formation sur le pitch, puisque c'est la première épreuve sur laquelle vous allez tester. 3 dates disponibles, des dates en semaine, c'est les jeudis soirs si je ne me trompe pas, 18h30 à 20h30. Et un samedi. Vous avez toujours un samedi, donc le 15 février, de 15h à 17h, sachant que bien évidemment, pour s'inscrire à ces formations, vous aurez des formulaires qu'on vous communiquera, premier arrivé et premier servi, donc bien surveiller ces mails. Suite à cette formation s'opère l'épreuve du pitch. Épreuve du pitch qui se passe à l'EIML, chez vous. Donc, dans cette épreuve, le 20 février, vous aurez en fait une sélection qui va s'opérer. Il y aura 30 projets qui seront retenus. La nouveauté de cette saison, c'est que vous ne saurez pas si vous êtes qualifié ou non à la fin de cette épreuve. Vous ne le saurez qu'à l'épreuve suivante. Vous me voyez venir. C'est-à-dire que les 40 projets qui sont ici devront obligatoirement participer à la formation du pitch deck. Et c'est une obligation. Et le jour de l'épreuve du pitch deck, vous saurez si vous faites partie des projets qui passent ou qui ne passent pas sur cette liste. Ce qui veut dire qu'effectivement, vous devrez être présent lors de la seconde épreuve. C'est affreux, mais ça me donne voilà. une formation. Et en même temps, vous pourrez au moins, quoi qu'il arrive, bénéficier de 2 formations. C'est-à-dire la formation sur le pitch et la formation sur le pitch deck. Pour avoir déjà discuté avec les étudiants de PPA, c'est peut-être frustrant, mais sachez que c'est fait pour votre bien, puisque vous allez accéder à un carré supplémentaire de formation que vous n'auriez pas eu si vous étiez déjà éliminé. Je vais pas refaire mon micro. On continue. On continue. Mais non, mais on va faire une session de questions-réponses. Je vais poser les arguments, on va voir. Formation sur le pitch deck, 3 dates. Encore une fois, 2 dates le jeudi, 1 date le samedi. 30 projets en lice, mais il y a 40 projets qui seront présents lors de cette formation, puisque du coup, vous ne savez pas si vous êtes retenu ou pas. Épreuve de pitch deck, le 12 mars, qui se passe déjà à l'extérieur. Donc vous sachez que c'est quelque chose qu'on pousse de plus en plus chez Engrenage, c'est d'aller à l'extérieur. Donc ça va vous sembler un peu plus, on va dire, compliqué sur les débuts, mais justement, il faut s'y habituer. Donc ça se passera chez La Piscine. C'est un start-up studio qui est, comment dirais-je, dans le 8e arrondissement et qui a été créé par plusieurs acteurs de l'ESN. Tout à fait. Ouais, de très très beaux locaux, vous allez adorer, vous allez voir. Formation sur le business plan, encore une nouveauté sur cette année 2020, puisque il y aura une formation sur le business plan qui sera assurée par l'écosystème bancaire. Profitez-en, ce n'était pas le cas l'année dernière, ce n'était pas le cas sur les saisons précédentes. Ça va vous permettre d'avoir toutes les clés en main pour pouvoir remettre finalement votre business plan et le défendre sur l'épreuve du business plan qui se situera le 23 avril, ici même, dans cet amphithéâtre. On continue, on est aux demi-finales, aux portes du demi-finale. On arrive sur le dernier carré de formation, la formation sur le média training. Donc la formation sur le média training,
C'est une formation qui va être opérée par Marielle. Oui, c'est toujours Marielle. L'an dernier. Tout à fait. Donc toujours 3 dates. Non, vous n'avez plus que 2 dates, je crois là. Oui, c'est ça. Là, il n'y a plus que 2 dates, puisqu'il y a moins de candidats. Il y en a 8 en lice, mais 20 qui seront présents lors de la formation. Et arrive la grande finale, la finale en mode Fire Talk. Le 4 juin 2020, donc la date va un peu bouger, ou le lieu va un peu bouger. On vous informera sur les réseaux sociaux et bien évidemment tous les candidats qui seront présents. Et il y aura d'ailleurs, je l'annonce d'ores et déjà, une billetterie pour tous ceux qui souhaitent venir en tant que public seulement. C'est important. Un grand prix, 5 prix de catégorie, on vous les a déjà dévoilés. La dernière nouveauté, on va dire, qui s'opère dans ce grand jury, c'est que maintenant le jury va être appelé 1 à 2 heures avant l'épreuve pour pouvoir débattre sur chacun des projets qui sont en lice dans cette finale, pour pouvoir préparer cette finale et ensuite arriver pour poser 10 minutes de questions à chaque projet. Et vraiment en mode Fire Talk, hein. Pas comme les années précédentes où on attendait effectivement sagement que son voisin ait envie de poser une question ou pas, etc. Là vraiment, chaque membre du jury saura quelles questions il pose et sur un rythme un petit peu plus soutenu, on va dire, que l'année précédente. On n'a pas été ménagés quand même. Hein. Un commentaire à ajouter, on était tous en sueur quand même à la fin de la finale. On a tous perdu 10 kilos. Donc c'était pas simple. Certes, c'était pas simple. Mais sachez que la difficulté sera encore plus grande. Mais encore une fois, ça va vous permettre de sortir plus grand, je l'espère, de cette finale. Puis toutes ces conditions supplémentaires font d'Engrenage un concours de plus en plus qualitatif et effectivement qui intéresse de plus en plus les médias. Donc c'est aussi fait pour ça. C'est pour finalement vous donner, à vous candidats, de plus en plus de visibilité aussi. Tout à fait. Et donc voilà. Donc le calendrier, comme je vous l'ai dit, c'est la slide juste après, je crois. Voilà. Il est disponible sur Google Calendar, URL, smartphone. Tous ceux qui ont un mail, tous ceux qui travaillent avec leur smartphone ou leur agenda professionnel, etc. Je pourrais vous envoyer directement toutes les informations. Bien évidemment, c'est très simple, le code couleur, rouge, tout ce qui est important, tout ce qui est épreuve, jaune, toutes les formations, avec le lieu et l'horaire. Sachant que les formations sont bien évidemment obligatoires. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais évidemment... Dès lors qu'on s'engage dans le concours, on s'engage à suivre le règlement du concours. C'est ça, tout à fait, que je vous invite à lire d'ailleurs. Et il va être déposé auprès de l'huissier ces jours-ci, donc on vous communiquera. Oui, il sera disponible dans quelques jours. La seule composante, c'est que bien évidemment, mais je pense que vous avez déjà assez insisté là-dessus, Engrenage, le gros plus, c'est ses formations, donc la systésie. Je crois qu'on va terminer par le club Engrenage. Du coup, comme on vous l'a expliqué, GES Entrepreneur devient le club Engrenage. Je rappelle, c'est pas dédié que aux candidats Engrenage et aux anciens candidats Engrenage, c'est pour tous les entrepreneurs du réseau, confondus. Notre but, c'est de diffuser l'esprit d'entrepreneur dans ce réseau. Bien évidemment, ce qu'on aimerait et ce qu'on adorerait voir un jour arriver, mais je ne perds pas espoir, je suis sûr que ça va arriver, c'est l'émergence de compétences de différentes écoles qui se réunissent pour faire un projet. C'est jamais encore arrivé. Ça a pu arriver, mais a posteriori, je pense. Pas nécessairement dans le cadre du concours, mais plutôt après. Plutôt après, mais justement, ça serait bien d'arriver dans le concours avec un projet où il y a différentes composantes des différentes écoles avec un projet. C'est des occasions de networker, puisque comme on vous l'a dit, en fait, nous, ça se formalise par un afterwork par mois. Et bien évidemment, maintenant, vous n'avez plus de difficultés, puisque vous connaissez, vous avez les réseaux sociaux, et maintenant, on ne fait plus qu'un avec Engrenage, donc vous n'avez plus qu'une seule page à suivre. Ce qui est génial avec le club Engrenage, c'est que en fait, le club Engrenage arrive en soutien de toutes les formations qui sont délivrées par les professionnels. Donc en fait, par exemple, vous avez une formation au pitch et Irène, avec le club Engrenage, va organiser un événement qui va vous permettre de mettre en pratique ce que vous aurez appris lors de l'atelier sur le pitch. Donc en fait, Irène va s'arranger pour organiser des événements entre les formations et les épreuves qui vont vous permettre de vous entraîner encore mieux. Tout à fait, j'ai oublié de le préciser, mais vu qu'on a bien évidemment la visibilité sur tout le calendrier Engrenage, en général, le club se positionne entre les formations et les épreuves. Et donc vous avez un afterwork qui se passe sur les différents campus, que je remercie encore une fois pour leur accueil.
où en fait on entraîne ces jeunes entrepreneurs à finalement exercer ce qu'ils ont appris ou du moins ce qu'ils ont entendu lors de ces formations et le tester face à un public qu'ils n'ont jamais vu. Mais je crois que nous allons terminer par quelque chose qui est assez sympa, puisque nous allons terminer plutôt par des témoignages, un peu comme Josué, sauf que Josué est le seul présent aujourd'hui, et nous on a des vidéos sur les autres candidats. Ouais, les autres finalistes ont expliqué pourquoi c'était bien de faire Engrenage, donc on va partager ça avec vous. C'est ça. Engrenage m'a permis de passer du stade d'idée à projet concret avec déjà un client. Et pour moi, c'est une véritable aventure humaine. Ce concours nous a permis d'améliorer pas mal de choses au sein de l'entreprise avec toutes les étapes et le mentoring que Engrenage nous a proposé. Et pour nous, c'est un concours qui représente une vraie chance pour les projets en early stage, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Engrenage, c'est du suivi, du réseau, du networking et des intervenants de qualité. Ça nous a permis de vraiment faire évoluer notre projet, de l'amener dans des contrées qu'on n'avait pas imaginées, de le faire bouger juste ce qu'il fallait pour qu'il arrive à une finalité qui nous plaisait vraiment. Aujourd'hui, on est vraiment prêt à se lancer et ça, c'est grâce à Engrenage qui nous a vraiment accompagnés tout du long. Engrenage, ça nous a permis d'apprendre à travailler sur un projet de bout en bout sans rien lâcher et surtout d'apprendre à le présenter devant un jury composé d'entrepreneurs et de business angels. L'avis et les conseils de personnes expertes en entrepreneuriat que j'ai pu rencontrer lors de l'expérience Engrenage m'a permis de me conforter dans mon projet et de réellement prendre confiance en moi. Engrenage, c'est un cadre, une source de motivation qui nous pousse à nous surpasser sur le long terme. Pour moi, c'est une expérience qui me suivra toute ma vie, car elle m'a appris à me surpasser et à aller au-delà de mes appréhensions. Je termine par un dernier point que tu m'as fait remarquer, et que du coup je reviens dessus. Mais est-ce que Ils attendent tout ça. Ils attendent tout ça, mais est-ce que tu t'en souviens? Alors on va parler sujet dotation. Qu'est-ce que vous gagnez si vous gagnez le Grand Prix? C'est vrai que ça vous intéresserait, je pense, de savoir? Non? Non? Non, sinon on peut s'arrêter là. Alors Josué, il a gagné tout ça. Alors Josué, tu t'en souviens ou pas? Enfin Je t'en souviens, mais plus ou moins quoi. C'est d'accord. Alors, il y avait dans le panel sur le Grand Prix, donc le Grand Prix qui s'appelle d'ailleurs le Grand Prix CIC. Il y a une dotation financière qui a été donnée de 4 000 € pour le gagnant. Donc pour le Grand Prix, j'insiste encore une fois, c'est que le Grand Prix. Dotation ensuite en prestations. Donc là, c'est toutes les sociétés qui ont accompagné finalement ce gagnant, qui sont représentées par Josué, vis-à-vis de ces dotations. Donc on a de la consultation juridique par Skills Avocats. D'ailleurs, je remercie François René qui vient de se déplacer et que j'ai vu arriver. Je le remercie aussi. Consultation juridique, réalisation de prévisionnel de la part de Point C Inox Tenso. Cette année, ils sont encore une fois partenaires, donc on verra ce qu'ils offrent justement pour ces grands finalistes. Réalisation, alors 5 jours de développement web ou application hybride et 2 séances d'accompagnement technique de la part de CapiWeb. Bah ça, on est bien placé pour savoir. C'est ça, c'est plutôt nous, c'est notre start-up ça. Donc c'est plutôt nous qui avons offert ça. Coaching sur le développement des marches réseau de la part d'Isabelle Stemmer, que vous connaissez maintenant, je pense, très bien. Coworking de 3 mois de la part du 71 Montreuil, donc là, dont on vous a parlé avec Rémi Bataille. Et donc on termine par 2 packages, un interview de la part de WeDoBiz, qui est un média spécialisé pour les entrepreneurs, et une solution de matching associé de la part de Profil RH. Alors bon, généralement, d'année en année, on fait de mieux en mieux. Donc voilà, l'idée c'est qu'il y ait encore plus cette année. Oui, question. Plus pour Josué, du coup, est-ce que tu en as profité du coworking ou pas? Non, le coworking. Donc je travaille à 100% sur MyThibou depuis début septembre. J'ai la chance que ma femme me tolère à la maison, donc je travaille pour l'instant à la maison. Mais une fois du coup que je vais avoir des... j'aurai besoin de locaux, effectivement je passerai par ces espaces-là. D'accord, donc tu as 3 mois offerts quand tu l'as. C'est ça. Okay. Alors, est-ce que vous avez des questions? Oui. Toujours à Josué, tiens. Regarde le micro. Alors, mets-toi là, vas-y. Allez, viens. Allez, viens. On stage. On stage. Allez, on y va. Tu dis que c'était une application MyThibou, elle est déjà sortie ou pas encore? Et avant, tu t'inscris. Justement, t'as jamais.
T'avais uniquement l'idée ou t'avais une maquette, quelque chose? Alors au départ, ouais, j'avais des maquettes, mais si je vous les montre là aujourd'hui, c'est vraiment le milieu de ce qui est aujourd'hui. Mais effectivement, ça part de quelques dessins, le logo ça part aussi de quelques dessins, le nom c'est aussi quelques dessins. C'est vraiment dans un coin de bureau que j'ai fait ça avec ma femme. Aujourd'hui, non, où on en est, c'est qu'on est en train de travailler justement sur l'aspect design, UX, c'est des notions que vous allez voir aussi pendant ces formations-là. On est en train de travailler là-dessus. On a eu une personne qui est venue énormément structurer en fait Maetibu. Donc de par la dotation que j'ai eue d'ailleurs avec Isabelle sur le réseau, j'ai pu contacter une personne qui est aujourd'hui Business Angel et mentor de la solution. Et ça, c'est un énorme plus en fait pour vous d'ailleurs, parce que vous allez en rencontrer des tas de personnes qui sont intéressées pour vous aider simplement et vous accompagner. Donc voilà, on a des prospects, on travaille, on fait que ça. Et donc voilà, ça continue. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui? Donc comme vous êtes censé faire, offrir plus cette année pour le vainqueur, les vainqueurs, qu'est-ce que vous allez... est-ce que vous C'est monstre. Je vais... J'aurais aimé passer cette année. T'as pas le droit de spoil, désolé. Allez, tu reprends. Non, t'as pas le droit. Et même le truc... Non, même ça, t'as pas le droit. On en parle. Non, mais on a des ambitions. Alors, donc on a de plus en plus d'ambitions. Donc plus de sous, plus de dotations, voilà, enfin plus de tout quoi. C'est ça. On va rester généraliste, donc je vais te répondre sans te répondre. C'est-à-dire que, tout bêtement, l'année dernière on avait un grand prix, on avait 4 petites pousses. Cette année, il y a 5 prix catégories et un grand prix, avec des logos que vous avez pu reconnaître entre la saison 7 et la saison 8. Je vous laisse ensuite faire les calculs, faire vos pronostics. Et on reverra ça ensemble une fois que vous serez candidat dans Engrenage. Pardon ? Non, on donnera pas la liste des dotations ce soir. Non, mais non, c'est pas possible, bien sûr, parce que c'est un truc qui se construit pendant 5 mois, quoi. Ça commence à se construire maintenant. Il faut savoir que les entreprises auxquelles on s'adresse à l'heure actuelle font leur budget 2020. C'est maintenant qu'on s'adresse à elles. C'est maintenant qu'on construit les choses avec elles. Donc on ne peut pas vous dire là tout de suite, mais on fait des contacts et l'ambition c'est effectivement de donner encore plus. Sachez qu'entre l'avant-dernière saison et cette saison, on est passé sur la dotation financière de 2 à 4 déjà, et que en termes de valorisation des dotations en nature, on est passé d'une valeur de 7 000 € de mémoire à 20 000 €. Sachant qu'il y avait aussi 20 000 € de dotation pour des gens qui n'étaient pas, comment dirais-je, hors Grand Prix. Voilà. Le total de la saison 7, ça représente 44 000 €. De dotation. De dotation. Donc l'ambition, c'est de faire mieux. J'ai une petite question technique, je m'excuse, personne ne vous est posé, mais je vais le faire. L'histoire des 5 €, c'est-à-dire que tous les étudiants qui font l'engrenage sont obligés de payer 5 €, même si c'est obligatoire dans leur scolarité? Alors oui, mais sauf que ils ont déjà cotisé. En fait, c'est transparent pour les étudiants, parce qu'en fait, ils ont déjà cotisé en début d'année. Une partie, ils ont cotisé 20 € normalement en début d'année. Sur ces 20 € seront fléchés 5 € directement dès qu'ils participent à Engrenage en fait. Donc en fait c'est transparent pour les candidats, pour les étudiants. C'est déjà payé. C'est déjà payé. C'est déjà payé pour tous les étudiants, sauf pour les alumni et pour les externes. Voilà. C'est pas en plus. C'est quelque chose que va nous reverser l'école finalement. Quand on dira à l'école, voilà la liste des candidats, on va nous rétrocéder finalement 5 € par candidat étudiant. N'hésitez pas, hein. Il a des questions techniques, il a raison de les poser. Enfin, je venais d'économiser 5 €. Loubna, Loubna, oui. J'ai raté un rond, mais tu sais, Yann t'a dit pour les formations, premier arrivé, premier servi, mais que les formations sont obligatoires pour tous. Donc est-ce qu'il y a un... Non, c'est pas. Vous avez vu qu'il y a 3 sessions à chaque fois, ok, 3 ou 2, etc. Donc celui qui s'inscrit le premier a tous les choix, mais celui qui tarde à s'inscrire, forcément, il n'aura pas forcément de choix entre les différents rendez-vous qui sont proposés. C'est sur ça en fait le choix. C'est une obligation, mais le choix des dates va s'opérer par justement le premier qui arrive, puisque c'est une inscription en ligne. Oui.
les résultats des épreuves sont donnés, pas le jour de l'épreuve, mais avant l'épreuve prochaine. Et du coup, est-ce qu'on est obligé de participer à la prochaine formation, mais on n'est pas obligé d'être, si on n'est pas sélectionné, d'être là le jour du concours? Bah si, justement. En fait, imagine, voilà, tu es sélectionné en engrenage, tu fais une formation au pitch, ok. Ensuite, tu ne sais pas à la fin de la session des pitchs si tu es sélectionné à l'épreuve suivante ou pas, donc tu fais la formation au pitch deck, mais comme tu ne sais pas si tu es sélectionné, forcément tu es obligé de participer à l'épreuve suivante. Voilà. Et de la travailler comme Jean-Luc Arfi le dit très bien. C'est ça le but. Et de ne pas la passer du coup. En fait, c'est pour votre bien hein, qu'on fait ça. C'est pour que vous soyez de plus en plus affûtés sur finalement toutes les disciplines, ou en tout cas toutes les compétences que vous avez dont vous avez besoin pour devenir de bons entrepreneurs. J'ai une question qui est un peu liée à la question précédente. Si par exemple, la première étape, on l'a raté, on ne fait pas partie des 30 finalistes, mais qu'à l'étape suivante, on se démarque, est-ce que ça va influencer les choix de... Mais tu passes pas l'épreuve. Non, mais de la formation, ouais, c'est moi j'avais ça. Par exemple, si à la deuxième formation, la personne elle se démarque, mais elle ne fait pas partie des 30 finalistes. Il n'y a pas d'épreuve. Alors, pour toi, tu ne passeras pas l'épreuve, mais en revanche, si tu veux, peut-être que tu pourras toujours espérer concourir à l'une des deux catégories auxquelles tu t'es inscrit en parallèle. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu concours forcément pour le Grand Prix, mais tu concours, quels que soient tes résultats aux différentes épreuves, à au moins 2 des 5 prix complémentaires. Comment? Enfin, ça veut dire qu'en fait, on a 3 chances de gagner. On a 3 chances de gagner. Oui. Si toujours dans la logique on n'est pas sélectionné pour le 10e, est-ce qu'on peut faire la formation d'après bonus ou pas? C'est ma question. Alors, si, vas-y, repose ta question. T'es pas sélectionné. On est déjà plus dans la course. Ouais. On l'a su. Est-ce qu'on peut faire la formation Non. d'après? Ok. Voilà. Réponse claire. D'où justement la nécessité de faire cette transformation où en fait vous avez accès à un carré supplémentaire. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous êtes éliminé, vous le savez, c'est fini. Vous n'avez plus accès aux formations. Oui. Ça se passe comment pour les formations, pour les personnes par exemple qui terminent tard? Parce qu'on est tous en alternance. Alors, justement, c'est pour ça qu'on organise toujours une session samedi après-midi. Donc il faut se rendre disponible un samedi après-midi. Alors, pour les cas particuliers, effectivement, parce que je sais qu'à l'EIML, vous avez des cours, effectivement, le samedi après-midi, tardif. Ah oui, le samedi après-midi aussi. Et donc, on va sélectionner au cas par cas. Vous en faites pas, on en discutera. De toute façon, l'équipe pédagogique du côté de l'école sera au courant. Vous en faites pas. Ne vous mettez pas de pression vis-à-vis de ça. Il y a la possibilité d'intercéder auprès de votre entreprise éventuellement pour vous laisser sortir un petit peu plus tôt un soir, par exemple, et vous laisser participer à une formation. D'accord? C'est ça. En fait, c'est plus pour ça qu'en fait, on verra au cas par cas auprès des candidats et auprès des projets, et qu'on verra ensuite avec l'école qui coordonne ça. Oui. Est-ce qu'on peut reparticiper? Bien sûr. Vous avez déjà participé l'an dernier? Justement, alors c'est une composante qu'on a enlevée depuis la saison 6, c'est-à-dire que normalement on ne pouvait pas reconcourir dans le concours une fois qu'on a présenté ce projet-là. Oui, mais déjà en saison 7, on avait le droit. Et maintenant, depuis la saison 7, voilà, c'est ouvert, c'est-à-dire que vous avez le droit de le présenter, c'est pour ça que c'est ouvert au 3e, 4e, 5e année. C'est pas pour rien. Oui, on est d'accord qu'on peut concourir en équipe. Tout à fait. Le principal, c'est que, effectivement, le porteur de projet soit un étudiant ou un alumni de l'une des écoles éligibles. Et ça peut être 5 étudiants. Absolument. Voilà, exactement. Et merci pour le chiffre parce que c'est 5 maximum. C'est cadeau. Ok. Oui. Oui. Si on avait quelqu'un qui est externe, il peut participer aux formations. Tout à fait. S'il est à jour de sa cotisation, il n'y a aucun problème. Bien. La négociation. Bah oui, de toute façon, s'il est candidat en engrenage, forcément, il est à jour de sa cotisation. Ça peut pas être autrement. Hein? Ok. Autre question, on peut continuer de parler. Oui, Kamal. Imaginons que je sois porteur de projet. Yes.
Je sens le cas particulier. Je suis dans un autre groupe. Est-ce que j'ai le droit de participer donc 2 fois? Oui, tu as le droit de participer à 2 projets. 2 projets maximum. Et ça, on le contrôlera nous en Voilà. maximum. J'insiste sur le maximum. C'est difficile de faire plus, je pense. Mais 2 maximum. Ouais, avec l'alternance, 2 projets d'entrepreneuriat. Moi, j'en connais qui sont sur plusieurs livres. Ah ouais? Bon, bah, ils doivent choisir. 2 maximum. On a un petit peu de choses à boire et à grignoter, donc si vous voulez, on peut continuer. Autour de on termine juste par quelque chose qui est important peut-être pour la vie de l'étudiant. Les réseaux sociaux à suivre, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, vous n'avez pas d'excuses. Donc bien évidemment, normalement quand je vais sortir de cette salle et quand on va regarder nos notifications avec Isabelle, on vous a tous normalement sur les réseaux sociaux. Et j'insiste sur un numéro et un mail. Si jamais vous avez la moindre question, les réseaux sociaux, le mail et le numéro. Merci de votre attention. Merci.